Mamit Inuit, les Inuits de l'Est. 2000 Inuits regroupés dans 3 communautés, Mingan, La Romaine et Pakwashipi. Au moment où les Québécois vivaient leur révolution tranquille et que les cris signaient la paix des braves, les Inuits de La Romaine sortaient de la forêt. La Romaine, ou Namenchipu, un village différent, spécial comme disent les gens de la Basse-Côte-Nord. À cause de son isolement, cette communauté de 900 Inuits a su préserver une touche du passé. À cause c'est dimanche, les hommes vont aller à la pêche avec les femmes. Le dimanche, tout le monde repose, hein, pour ça. C'est la pêche? Oui, c'est la pêche. Toute la journée, jusqu'à temps que la noirceur, là. Les aînés sont à peu près tous nés en forêt et la plupart ont eu leur premier enfant dans les bois. Ce sont en quelque sorte les derniers des Mohicans du Québec. Les derniers témoins d'un mode de vie qui est presque disparu. Tu vas-tu en forêt avec ton grand-père aujourd'hui? Non. Tu vas-tu dans le bois avec ton grand-père aujourd'hui? Non. Non. Tu y vas-tu des fois? Oui. C'est quoi ta chasse préférée, toi? C'est du terme. Les Inuits traversent une période charnière de leur histoire. Les jeunes de la communauté vivent à cheval entre 2 mondes. Symbole de leur survie, le caribou se fait de plus en plus rare. Les pistes disparaissent. Plusieurs chasseurs, surtout parmi les aînés, y voient un signe de rupture qui n'augure rien de bon pour l'avenir. Les Inuits poussent leurs expéditions de plus en plus loin à l'intérieur du territoire, sans se soucier des frontières établies par les Blancs, des frontières qu'ils ne reconnaissent pas de toute façon. L'hiver venu, la quête du caribou mène les chasseurs jusqu'aux limites du Labrador, dans un secteur où la chasse au caribou des bois est interdite. Bien, imaginez-vous que des Inuits de la Côte-Nord ont abattu une trentaine de caribous dans le but de forcer le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador à reconnaître leurs droits ancestraux sur ce territoire. Le gouvernement de Terre-Neuve prétend que les Autochtones ont chassé des bêtes appartenant à une espèce menacée. Les Inuits ont eu raison de se plaindre, ont eu raison d'aller sur le territoire, ont eu raison d'affirmer leurs droits, okay, les droits territoriaux qu'ils ont au Labrador. The absolute madness and lunacy. Inacceptable, dit aussi le chef des Inuits du Labrador, qui condamne ses frères du Sud. Puis apparemment, on nous informe que ça a été décidé par le gouvernement de Terre-Neuve, puis nous, on n'a pas été informés. Le fait que Terre-Neuve ne reconnaisse seulement des résidents Inuits au Labrador, ça donne ça provoque un nœud politique. Puis ça, c'est irrespectueux, puis c'est impardonnable des gestes qui ont été posés par le gouvernement de Terre-Neuve. La question du caribou forestier au Labrador est loin d'être réglée et se retrouve au cœur d'une controverse qui ébranle les rapports entre les Amérindiens eux-mêmes. Guy Bellefleur est négociateur en chef pour l'Assemblée Mamit, qui regroupe les communautés Inuits de l'Est, Mingan, La Romaine et Pakwashipi. Là, on part de cette île, on décolle pour Saint-Augustin. On a une rencontre avec des hauts fonctionnaires
de ressources naturelles de Labrador-Terre-Neuve, à Pakwashipi. Il y a des chefs des autres communautés qui vont être là, puis des conseillers. Et certains aînés de nos communautés vont être présents à la rencontre pour parler du dossier caribou. Caribou forestier, puis le caribou toundrique. C'est le but de la rencontre d'aujourd'hui. Au cœur de ces bouleversements, dans la réserve de Unamen-Chipou, les générations se rejoignent pour participer à une chasse au caribou dont toute la communauté va profiter. Prépare à embarquer mes enfants dans le traîneau. On amène des tentes, 2 tentes, puis on amène un asta pour sécuriser le soir. Ah, il y a eu 2 ans. Puis on amène des fusils, c'est je pense, l'équipement le plus indispensable pour arriver à faire une bonne chasse. Là. Sans fusil, on va avoir la misère à faire la chasse. Il y avait une chasse communautaire qui se préparait pour cette semaine-là. Il attendait à avoir des nouvelles sur les troupeaux de caribou. À la date, je pense qu'il n'y a pas de nouvelles, puis nous autres, on y va pareil. J'ai parlé avec ma soeur que son chum est allé à la chasse. Puis hier, ils se sont promenés puis ils ont pris 12 caribous dans le bout de Churchill. Ça veut dire qu'il y en a. Il s'agit juste de les chercher. Puis mais qu'on va voir des traces, on va sûrement les suivre, puis c'est là qu'on va pouvoir voir les caribous, puis en tirer si on est chanceux. Dans le boisson dans le nez. Tu ne veux rien dans le nez. Tu ne veux rien dans le nez. Il dit qu'il a hâte de voir comment il a été quand même détruit le territoire. Il dit qu'il y a 3 places parce que où est-ce que les richesses minières ont été exploitées. Le développement s'est fait sans vraiment impliquer les Inuits. Puis ça, il dit qu'il trouve ça de valeur que les Inuits quand même aient été ignorés dans le développement de ressources naturelles. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Là-dedans, j'ai quand même... je peux être autonome pendant plusieurs jours s'il veut rester. Pour mon père, ça va lui faire du bien. Ça fait assez longtemps qu'il n'a pas eu l'occasion d'aller faire une partie de chasse là. Puis ça va lui faire du bien, ça va lui reposer. On va être bien là, en forêt. La communauté de Pakwashipi, okay? C'est une communauté au niveau de la Basse-Côte qui est située plus à l'est. Ce que Terre-Neuve nous dit, allez tuer le caribou de la toundra. Pour la communauté de Pakwashipi, okay, il faut d'abord sortir de la communauté de Pakwashipi, se rendre, disons, à la route 138, de là, prendre des camions, se rendre à Sept-Îles, puis de Sept-Îles, tu te rends à Fermont, Labrador-City, après ça, Churchill Falls. Donc, c'est juste en termes de voyage, c'est minimum 4 jours de voyage, sans compter les dépenses. Pour les non-Inuits, quand le taux de chômage est à 10 c'est dramatique. Et dans des communautés, les gens qui sont sur le chômage là, sont considérés comme des gens qui sont bien nantis. Donc, la richesse en termes d'argent dans les communautés, c'est très pauvre. Donc, les gens des communautés comme à Pakwashipi, la majorité des gens vivent sur le BS. Donc, avec le prix de l'essence actuellement, ça coûte énormément cher. Puis en plus, envoyer des gens qui vivent sur le BS, là, à Churchill Falls, ça va coûter une fortune. Donc, pour les gens de la communauté de Pakwashipi, aller dans les monts mêlés, comme ils ont toujours fait, pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Puis la demande
est raisonnable et il est tout à fait raisonné aussi de tuer une cinquantaine de caribous sur 2100. Et ça ne met pas la ressource en péril. Hello. Give a flower. Hello. How you doing? OK. I see you again. You were with the Wildlife Division? Je représente le ministère de la Faune pour le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador. Aujourd'hui, nous avons des représentants des ressources naturelles et de la conservation. Nous sommes ici pour discuter du caribou forestier et de l'importance de le protéger avec la communauté, car il s'agit d'une espèce qui est menacée. Nous avons un plan de rétablissement et une partie du territoire est fermée à la chasse. Si on continue à chasser, cela mettra en péril le caribou forestier. Le but de cette rencontre est d'impliquer le chef et la communauté dans un plan de gestion afin que nous puissions travailler en coopération pour assurer la survie du caribou forestier. Quand on est au Labrador, on est considéré comme étant des étrangers. Pourtant, ils savent très bien qu'on n'est pas chez eux, qu'on est chez nous. Prendre le temps pour mieux comprendre. Partir avec eux en oubliant les différences, le temps qu'il faudra. Sans presse, les suivre à la chasse, témoins de leurs frustrations, de leurs espoirs, leurs inquiétudes. En recherche d'équilibre dans l'immensité d'un territoire qui semble de plus en plus leur échapper. Une simple présence parmi eux, à la façon d'un partenaire qui désire comprendre un peu mieux et saisir davantage le sens du mot « survie » au cœur d'une nation qui se sent menacée. Il y a peu d'animaux dans la plupart des régions et la majorité d'entre eux sont concentrés dans un territoire réduit. Les 3 grands troupeaux, ainsi que ceux de Dwyer River et Birches, sont des caribous forestiers et ils sont tous protégés par la loi sur les animaux menacés d'extinction. Il semble que le plus grand des troupeaux, c'est-à-dire celui des monts Mêlés, soit à nouveau en déclin. Bien que les informations ne soient pas précises, une chose est certaine, il ne progresse pas comme il le devrait. Il nous reste 1600 km à parcourir en chemin par la route, là. Une partie qui va être asphaltée, puis l'autre en montant au nord de Bécamo. C'est la route forestière qu'on va passer. On a 400 km pour se rendre à cette île. Je vais faire appel aux anciens, à ceux qui ont des pouvoirs spéciaux afin de faire revenir le caribou. Je ne veux certainement pas vous manquer de respect, mais il y avait beaucoup plus de caribous près de Pakwashipi. Ils ont disparu et ils ne sont pas revenus, à ce qu'on sache. C'est déjà un grand manque de respect lorsqu'un garde-chasse me dit que je ne peux plus chasser le caribou. Malheureusement, je ne peux que pointer du doigt d'autres endroits où les gens dépendaient du caribou et où il n'y a plus de caribou aujourd'hui. Voilà la situation dans laquelle nous ne voulons pas nous retrouver. Nous ne voulons pas d'un pays où il n'y a plus de caribou. Ce que nous vous demandons maintenant,
c'est s'il est possible de nous laisser chasser le caribou dans la région des monts Mealy. Non, cette région n'est pas capable de supporter la chasse. Elle est fermée pour tout le monde. Deux mondes se confrontent. Deux visions qui convergent mal pour les Blancs autant que pour les Inuits. Le fait de ne pouvoir chasser le caribou là où ils l'ont toujours fait depuis des temps immémoriaux place les chasseurs devant une nouvelle réalité qu'ils acceptent difficilement. Pour se conformer aux règles fixées par les Blancs, les Inuits doivent pratiquer une chasse communautaire qui ne ressemble en rien à celle que pratiquaient leurs parents et ancêtres depuis la nuit des temps. Un grand détour qui passe par la route de Churchill, comme une traversée du désert. 1h du matin. On va se reposer un peu pour faire un long route demain matin. On est dans le territoire du caribou de Red Wing. Ce qu'on voit ici, ça, c'est l'habitat du caribou. Et on est sur le fleuve Churchill. On voit, disons, la morne, en tout cas la montagne qui est là-bas. C'est là qu'ils veulent installer une centrale hydroélectrique. Puis cette partie-là qu'on voit en bas sera inondée. Donc c'est certain qu'ici, éventuellement, il va y avoir un réservoir. Et le caribou forestier qui est en danger, caribou de Red Wing, traverse ce territoire-là. Donc c'est un caribou qui est sédentaire. Si on le laisse tranquille, il y a une chance de revenir. Mais si on ne le laisse pas tranquille, si on continue à affecter son habitat, il y a un danger qui est effectivement disparition de cette espèce-là, le caribou de Red Wing. Nous, on est prêts à faire des compromis. Eux autres aussi doivent faire des compromis. Ils n'ont pas la vérité absolue. Nous aussi, on ne prétend pas avoir la vérité absolue. Puis en négociant de bonne foi, je pense qu'on peut négocier une bonne entente pour protéger la ressource. Ça y aller, c'est vrai. J'étais allé à Chiparville, Kawawa, là, et j'ai bien aimé ça. Ouais, je trouvais ça intéressant. Là. Il y a un gars, il m'a montré à aller pour suivre le caribou en skidoo, là. C'est ma première fois, tu sais, c'est une bonne expérience, là. Ouais, je trouve ça correct. Moi, j'encourage les jeunes, là, à apprendre beaucoup sur notre culture, là, tu sais. Parce que, en vrai, là, le Québec, c'est pas notre culture, on n'est pas reconnus, nous autres. On devrait l'être, parce que... Ça, en vrai, on est les premiers à être ici, hein? Puis on est en train de faire notre culture, là. Tu sais, il y a à peu près, je sais pas combien de pourcents des jeunes, là, qui apprennent ça, là, mais il devrait en avoir plus, ça. Pour réussir dans la vie, là, franchement, là. Merci beaucoup, là. Ouais, je vous dis bonne journée, puis... La farine qu'on puisse faire notre bannique, là. Puis il y a aussi le thé au lieu de prendre de l'eau, on va prendre du thé. Les Inuits, quand même, ils en consomment pas mal de thé. Puis aussi le sel lorsqu'on va devoir quand même faire nos repas. Certaines affaires que les enfants qui puissent en manger, là. Parce que d'abord, il n'y aura pas de magasin, puis on va être en forêt. Il y a un relais là-bas sur la route 389 qui s'appelle Relais Gabriel. C'est là qu'on va rejoindre l'autoroute 389 pour monter au moins faire un bout jusqu'à Fermant pour aujourd'hui. Ça fait quand même, ça va me prendre quasiment 2 jours et demi pour me rendre au point de chasse. Hein. Il faut que ce soit quand même... il faut que ça rapporte. Il faut que ça vaut la peine d'y aller.
C'est pour cette raison-là que j'ai demandé à ma famille de m'y accompagner pour qu'on puisse faire une chasse à des fins alimentaires pour qu'on puisse nourrir nos familles, nos enfants, nos femmes, puis certains de nos parentés à qui on va distribuer, sûrement donner des morceaux. Là. Dans notre famille, moi puis mon frère, puis mon père, on n'a jamais eu l'occasion d'être ensemble. On va pouvoir se connaître mieux, puis on va avoir l'occasion de se parler. Ça va renforcer sûrement des liens familiaux entre nous autres. On est vraiment en base militaire de Goose Bay. Et les avions ont commencé à survoler, à faire des vols à basse altitude là, au début des années 80. La base militaire de Goose Bay s'est dressée comme une menace au cœur de la forêt du Labrador. Les Inuits prétendent que les vols à basse altitude des avions de chasse mettent en péril un style de vie qui s'harmonisait avec la nature. Les clôtures se dressent comme une frontière, au point de rupture de deux sociétés qui s'observent. Les clôtures qui sont là, en tout cas, c'est à cause... quand nous, on a rentré dans des bases, on a même peinturé des avions militaires. On avait marqué « Go Home », quelque chose comme ça. Là. Quand je regarde la base, je vois, disons, la souffrance que les Inuits ont vécue dans cette base-là. Quand on regarde à l'intérieur du Canada, c'est que les Inuits sont dans une situation de tiers-monde. Puis trop souvent, ce qu'on entend à travers les médias, on dit que les Inuits sont très riches, ils ont tout, puis tout est gratuit. Puis quand on va dans une communauté, on voit la pauvreté. On voit la souffrance des gens, on voit le désœuvrement. Il n'y a pas d'espoir dans des communautés. Puis quand on va sur le territoire, c'est qu'on nous accuse d'être des braconniers, des barbares, des criminels. Puis quand on essaye, disons, de travailler, on est des voleurs de job. Puis, ça crée une souffrance de nos jeunes. Puis nos jeunes, c'est notre avenir. Puis si notre avenir est en souffrance, il va falloir qu'on trouve des moyens de guérir cette malaise-là. C'est certain que nous, toutes seules, on ne pourra pas arriver. Puis on a besoin d'aide. Quand je regarde, disons, la nation Innu, le plus haut taux de suicide au monde, on le retrouve dans la nation Innu. Qui est content. Il était content lorsque je l'avais invité pour faire une partie de chasse. Il dit qu'à ça, lorsqu'il a vu comment ça a été quand même, le développement qui s'était fait dans le territoire, il dit qu'elle trouve ça désolant. Il dit aussi que c'est pas seulement le bois qui a détruit, il dit qu'il y a aussi des animaux qui auraient pu quand même avoir dans le territoire, mais à ça qui s'est tout rasé, il les a quand même détruits, des animaux. Le caribou, l'orignal, ça a été détruit à cause du développement forestier. Aussi les plantes médicinales. Là. Lorsqu'il a fait son développement forestier, il n'a même pas invité les Inuits à travailler.
puisse quand même trouver un emploi pour qu'il puisse quand même faire vivre sa famille, sauf que il agit de façon quand même... il a pensé rien qu'à lui-même, là. Si le territoire se modifie au gré des coupes forestières et des grands projets hydroélectriques, au moins une chose reste inchangée sur le terrain, les frontières. Elles n'existent pas dans l'esprit des Inuits. D'ailleurs, ils n'ont jamais été consultés par ceux qui ont fixé ces nouvelles limites. Pour nous autres, OK, frontière, Québec-Labrador, on ne le voit pas, puis c'est une ligne imaginaire. Puis pour nous, okay, les frontières viennent d'arriver, c'est très récent, les frontières. Okay, ça vient d'un conseil privé. Les Inuits n'ont pas été informés, n'ont pas été consultés, ils ne sont même pas été voir le consentement des Inuits. De toute façon, les Inuits n'ont jamais cédé leurs droits territoriaux. Ils ont fait des barrages sans nous informer, sans nous consulter, sans que les Inuits soient compensés. Regarde, ce mort-là, c'est une grosse réservoir. Les Inuits ont-ils resté quelque chose? Non, rien. Pourtant, c'est chez eux. Il y a la coupe forestière. Il y a des mines qui sont faites. Les Inuits qui ont été informés? Jamais. Est-ce qu'il y a des Inuits qui travaillent dans ça? Non. Ça, c'est une accumulation, disons, de frustration. Puis on est toujours dépossédé. On est envahi par des méga projets, on est envahi par des militaires qui viennent pratiquer ici. Tout le monde se sert de notre territoire, de nos ressources, comme bon le sert. Et nous, dans ça, on n'est pas informés, on n'est pas consultés. Ils viennent même pas chercher notre consentement quand ils utilisent notre propre territoire. Ils ont voulu nous prendre en chair, ils ont voulu assumer, disons, des responsabilités auprès des premiers habitants de ce pays. Ils ne le font pas. Ils nient complètement leurs obligations fiduciaires à l'égard des Inuits. Ils sont 6 caribous. Quand on voit le caribou, on peut lire sur le visage des Inuits qui sont heureux. Pour les Inuits, là, c'est la grande visite. Oui, caribou. On peut débarquer nos skis là-bas. On fait le tour, on va essayer de les prendre par là-bas, là. On n'est pas loin de Churchill-Land, Churchill-Farmont. On est à l'ouest de la grande stratégie. Depuis la création des réserves indiennes, là, la communauté de Romaine a été créée en 1954. On est rendu en 2006. Donc, en 1954, quand la réserve a été créée, les Inuits étaient encore sur le territoire. Donc, les missionnaires ont joué un rôle important dans la sédentarisation des Inuits. Puis, c'est pas en 1954 que les Inuits ont accepté de sédentariser. Il y a beaucoup de monde. Nos parents, ils retournaient sur le territoire. Puis ça a été, disons, un choc pour les Inuits. On a été interdit de parler notre langue. Il n'y avait pas de maison. Les gens vivaient sous la tente. Puis les gens, pour voyager, ils faisaient leur raquette, ils faisaient leur canot. Aujourd'hui, en tout cas, moi, mon père, là, il a marché tout le temps en raquette sur le territoire. Moi, j'ai une grosse machine. Et ça va vite.
quand on est sur le territoire, quand on respire, le fait de respirer, de la forêt, le sapin, les épinettes, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la santé physique. Et quand tu commences à voir les traces de caribou dans la neige, quand ils sont fraîches, là, ça donne beaucoup d'énergie. Ça, c'est difficile à expliquer. Là. On dirait que là, tu es vraiment en forme. Au niveau mental, au niveau physique. Et quand tu vois du caribou, là les Inuits, là, jouissent. L'importance du territoire pour les Inuits, c'est vraiment important de le vivre. Okay? Pas juste le vivre au niveau mental, de façon virtuelle. Okay? Il faut le vivre, il faut le pratiquer. C'est quelque chose de vraiment important qu'on puisse transmettre nos connaissances à nos enfants. Okay? Puis les connaissances qu'on a, c'est sur le territoire. Tout comme dans la société blanche, les jeunes Inuits apprennent à maîtriser l'art de s'ouvrir au reste du monde. Ce n'est pas un apprentissage facile quand on laisse derrière soi des valeurs et un mode de vie qui ne répondent plus à ses attentes. C'est marqué ici, les Romains réservaient la grande... À qui? Cette perte d'identité crée un vide immense que ne réussissent pas à combler les dirigeants dans des communautés désemparées et qui souffrent de plus en plus. Tu vois, disons, dans la communauté, que c'est pas sain. Sain dans le sens que tu vas te promener dans une réserve, que les gens n'ont pas de travail, n'ont rien à faire. Donc, tu vas voir, disons, des gens se promener jusqu'aux petites heures du matin. Quand tu vas les voir, ils vont avoir une bière dans la main. Okay? D'autres jeunes qui vont sniffer la drogue. Donc ça, c'est difficile, disons, à contrôler avec tout ce qui arrive. Il faut qu'il y ait une discussion très saine dans des communautés. S'il n'y a pas de discussion saine, quand je dis sain, il faut être sain d'esprit. Il faut que les gens qui discutent arrêtent de prendre la boisson, arrêtent de prendre la drogue, puis arrêtent de continuer à être toujours dans la violence, puis arrêtent aussi de faire circuler différentes rumeurs. Puis une rumeur, même si ça ne se tient pas debout, c'est pas ça qui l'empêche de courir. Puis ça fait mal à des individus, ça fait mal à des familles, ça fait mal à une communauté. Il faut qu'on ait de l'écoute des gens de la base. Quand on dit les gens de la base, c'est des Inuits et des non-Inuits. Ce sont des électeurs qui peuvent dire au gouvernement « c'est assez. Il y a un peuple qui est en train de mourir, puis on est complice dans ça. » Puis d'être en forêt, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Oui, oui. On est plus joyeux. Oui, on n'a pas de soucis. J'apprends là. Tout le monde, il montre certaines choses. Comment un jour nos ancêtres arrangeaient le caribou. C'est ça, je t'ai dit, les parasites, là. Avec le caribou toundra, il y a beaucoup de parasites sur la peau. Tandis nous autres, le caribou des bois, il n'y en a pas. T'en vois pas de parasites. Puis ça, on remarque que ça doit être peut-être à cause que le caribou n'est pas en bonne santé. Il doit avoir quand même quelque chose qui fait produire des parasites.
Ben, s'il n'y avait pas eu de parasites, elle aurait ramassé la peau. Mais il y a tellement de parasites, c'est pas bon. Dès qu'il va la ranger, là, il va faire beaucoup de points. Celle-là, là, il va faire, un genre de steak, puis il va sécher. Ouais. Puis ça, on va sûrement en manger lorsqu'on va en avoir besoin. Mettons, si on veut... Si on fait une journée, là, pour se promener, pour se patrouiller, là. C'est ça. On le donne à manger au géré. Parce qu'il sait que lui, lorsqu'il entend le son d'un coup de fusil, là, il vient de vérifier c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Il sait qu'il y a une chasse. Dans le passé, si on recule, disons, 30 ans en arrière, les Inuits, quand ils allaient au caribou, il n'y a personne qui les dérangeait. Il n'y a personne qui leur disait de ne pas y aller. Ils étaient chez eux. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Puis, la chasse qu'ils faisaient, c'était pour la subsistance, pour pouvoir s'alimenter. Et pour aller chercher des outils qu'il y a dans l'animal qui est le caribou. Avec ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe actuellement, c'est difficile de rapprocher les parties. Okay? Des leaders comme nous, on essaye, disons, de rapprocher les parties. De notre côté, avec les communautés qu'on représente, ils acceptent de discuter, d'essayer de trouver une entente. Il va falloir, disons, que tout le monde puisse mettre de l'eau dans son vin. Si on veut vraiment, disons, trouver une solution dans ce dossier-là, qui est le caribou forestier. Une fois, j'ai demandé à mon père, je voulais avoir une maison neuve. Il dit, mon fils, va dans le bois, tu vas avoir une maison neuve chaque soir. Un petit troupeau quelque part. Autour, il y en avait, mais des dizaines, deux, des fois 5. Pendant que le Canada célèbre la Journée nationale de la faune, certaines personnes observant les populations de caribous dans cette partie du monde se demandent ce qu'il y a à célébrer. Pendant que le nombre de caribous du troupeau de la rivière Georges continue à grimper pour atteindre 400 000 individus, ce n'est pas le cas du caribou forestier qui est menacé. La population est à son plus bas niveau. Le biologiste en chef du Labrador attribue ce déclin à différents facteurs, incluant la chasse illégale qui continue. Teresa Blackburn, notre journaliste, s'est entretenue avec Rebecca Jeffrey pour avoir une mise à jour à propos des troupeaux. Le caribou joue un rôle très important dans la vie des gens au Labrador. Ils le chassent depuis des générations et cette tradition leur tient à cœur. La majorité des appels que nous recevons pendant la saison de la chasse concernent le caribou, les règlements, où sont les caribous, ce genre d'informations. Beaucoup d'efforts sont investis afin de s'assurer que les gens sachent ce qui se passe et également pour leur donner des informations récentes. Les troupeaux forestiers se trouvent généralement dans la partie sud du Labrador. La majeure partie du troupeau des monts Mêlés se trouve dans cette région. La majorité des animaux se concentrent dans cette petite région,
tandis que le reste des caribous est dispersé. La densité est très faible. Voici notre préoccupation. Si une portion de la région est ouverte à la chasse, les chances que cette région soit à nouveau colonisée sont très faibles. Chaque adulte prélevé a des répercussions immenses. Chaque femelle prélevée a des répercussions immenses, car ce n'est pas seulement cette dernière que vous faites disparaître, mais également sa descendance. Lui, s'il naît encore du caribou, c'est son petit-fils qui va faire la même pratique s'il naît encore du caribou. C'est ça, c'est de génération en génération que ça se faisait dans la chasse de caribou. Ça, c'est mon tapis. Mon tapis personnel à moi. Ça fait des millénaires que leur nation ont chassé le caribou, qui ont utilisé le caribou pour leur survie, puis qui dit qu'ils n'avaient tout le temps eu, puis qui dit qu'aujourd'hui, depuis que le gouvernement s'en mêle du territoire, de l'utilisation du territoire, c'est là qu'il y a quand même eu des répercussions sur la baisse de certains animaux. If we look west as to what happened when the developments took place, the railroads, the access, we found out the loss of the buffalo. Now, what did that do? Why is that such a significant to the Plains people or the Dakotas people out west? And like Innu, now are we going back to deja vu, or are we going back to the repeat of history of what took place? If the caribou is not, if it's not looked after, if it's not recognized of what it is for the Innu, then we might be just going back to how things used to be. We've seen the Cheverville with the big open pits that's left there. Now that the low-level flying zone is gone, now you have a question of, well, the caribou numbers are low, and then suddenly it becomes an Innu problem. Tu vois les traces fraîches. We have our own identity, we have our own culture, our own history, and nobody takes us seriously. And at the same time, we're the ones who are trying to protect and preserve our own identity and who we are as Innu people. And we've been told that we cannot hunt at all. So where do we stand? We just stay in one place, in a reserve where we're stuck. We have nothing to do. There's so much social problems, suicides, gas sniffing, all the things that have been unheard of in Innu history. 10 years down the road, there will be no more caribou. And it's not going to be because of the hunting. It's going to be part of it. One of the elders basically said one time, he said, at first, he says you want to protect the herd. And then at the same time, you endorse the herd of being flown over. So it doesn't make sense. Logically, it doesn't make sense. You can't protect something, at the same time you wanted to endorse it, to derail or to be destroyed or to be disturbed. It's like a schizophrenia. Oh la vie, j'ai tout mêlé. Je comprends rien en montagnais. Bon, on a bien. Danny commence à dire des bêtises.
Moi, je suis content, je suis le meilleur tireur. C'est qui le meilleur tireur des Inuits? C'est moi. Il s'appelle Danny. Notre parenté va être content de manger du caribou. Ça arrive pas, on ne mange pas à tous les ans. À tous les jours, le caribou, c'est rare qu'on puisse en avoir à l'année longue. Là. On a mis beaucoup de temps et d'efforts dans la région des monts Méli ces jours-ci, notamment parce qu'on va construire une route au sud des monts Méli. Il y a donc beaucoup de préoccupations en ce qui concerne la façon dont la route affectera les paysages et les écosystèmes de la région. Les caribous forestiers sont très sensibles au développement sur le territoire, non seulement aux gens et aux communautés, mais aussi aux infrastructures qui sont laissées derrière, telles que les routes. On a même pu les observer en train d'éviter des constructions et des infrastructures sur le territoire. En préparation à la route qui sera construite, nous souhaitons être attentifs à ce qui se passe et nous voulons nous assurer qu'il y aura le moins d'effets possible lorsque le développement sera en cours. Ils disent toujours, on veut protéger l'espèce, mais quand il est question d'intérêt économique, là, on oublie l'espèce. Okay? Actuellement, c'est ce qui se passe avec la route. La route, ça va amener des touristes, ça va amener des gens à aller sur le territoire avec des VTT. Il y a des gens qui vont aller en motoneige, il y a des villégiateurs qui vont s'installer sur le territoire, il y a des pourvoyeurs qui vont s'installer, il y a des mines qui vont être ouvertes éventuellement, il y a la foresterie. Puis là, on est en train de dire aux Inuits, arrêtez d'aller au caribou. Okay? Puis là, le développement va se faire. Ça n'a non-sens. On n'arrive pas à comprendre la façon dont que les gouvernements raisonnent ce qui n'est pas raisonnable. Le discours des Inuits conduit au cœur de notre propre ambivalence, celle d'une société qui prône la protection des espèces tout en fermant les yeux sur ce qui perturbe leur habitat naturel. Comme si en même temps, il y avait deux manières d'agir. Soucieux d'une image à préserver, d'une réputation à sauvegarder, sommes-nous trop prompts à nier le tort qu'on nous prête? Les chasseurs Inuits vont continuer à traquer le caribou au nom des traditions de leurs pères, sachant qu'ils sont peut-être les derniers à pouvoir le faire encore. La fin des grandes chasses annonce des bouleversements déjà en cours. Personne ne sait au juste ce qui va advenir. Personne ne peut prédire le sort de toutes les espèces, y compris la nôtre. Il n'y a pas de place pour la suite. Quand l'équilibre ne tient plus, tout s'arrête.